Salut les Wargamers, c'est Eevee de French Review, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Aujourd'hui je suis en compagnie de Père Castor. Puisque le patch d'équilibrage pour Warhammer 40 000 est là et on va vous le présenter. La chaîne est rejointe tous les mois par bon nombre de personnes qui commencent le hobby ou reprennent Warhammer 40 000. Pour vous expliquer, l'éditeur Game Workshop s'est sur cette 10e édition engagé à sortir des data slates, c'est-à-dire des patchs d'équilibrage tous les 3 mois. Et là, on a la chance d'en avoir un qui arrive et qui va en plus de ça fixer les 24 détachements qu'ils avaient sortis au mois de décembre. Pour comprendre un petit peu la nécessité de cet équilibrage sur cette fréquence-là, qui parfois peut faire peur à certains, mais qui en tout cas pour les fans et qui ont le temps de vraiment jouer au jeu, nous alimente énormément. Est-ce que tu peux nous faire une description de où était la méta de Warhammer 40 000 et pourquoi ce patch était nécessaire, ou en tout cas qu'est-ce qu'il apporte? Alors, on était dans une méta qui venait d'être alimentée par beaucoup de nouveaux codex, ou de nouveaux détachements en tout cas, puisqu'on avait eu tous les détachements de Noël, dit les Grotmus, donc on avait eu une trentaine de détachements pendant le mois de décembre, et on avait eu 2 nouveaux codex, l'Eldar, Craftworld, fin janvier, et l'Astra Militarum mi-janvier. Donc là, on sortait de la trêve des confiseurs, le moment où on n'avait pas vraiment beaucoup de tournois, et on est rentré dans une phase de tournois d'équipe et de tournois solo qui venait d'être complètement inondé par cette nouvelle méta. Donc il y avait forcément des choses qui n'avaient pas été bien anticipées par l'éditeur, notamment des interactions entre les nouveaux détachements et ces nouveaux codex. Et il y avait besoin d'une data slate parce que on avait des petites interactions qui étaient un peu toxiques, un Astra Militarum qui était devenu un peu cringe parce qu'il était trop fort, un Eldar qui était pas cringe mais juste un peu fort, donc il fallait un peu l'équilibrer. Pareil pour tout ce qui est datasheet qu'on avait en l'occurrence très fréquente, tout ça a été un petit peu équilibré au niveau des points et non pas au niveau de la data slate dans le MFM, donc le Militarum Field. Là c'est un peu classique, hein, si vous voyez plein de balistus, plein de dragons, plein de sions, bon bah voilà, l'éditeur là il se pose pas trop de questions, il voit que ce sont des unités qui sont auto-include, et donc il dit bon allez, ok on va leur mettre un petit coup de rabot. Ça va mieux se passer. Léger, hein, globalement on est sur des hubs de 5 à 10 points. Le seul endroit où il y a une petite incompréhension, c'est sur le démon de Slaanesh, où là pour le coup on est quand même sur du Nerfhammer, mais comme indirectement ils vont EP tous les autres démons, et d'ailleurs ça va me permettre aussi d'introduire la structure de cette vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à tous les changements de règles génériques. On va faire aussi un stop sur chacune des armées, sauf Orc, Tau, Custodes et bien évidemment démons, puisque comme on a eu l'excellente surprise de voir des nouveaux détachements avec cette data slate pour ces armées là, on fera des vidéos spécifiques. Pour maintenant présenter la data slate, elle s'affiche ici. On voit qu'au niveau des règles dites génériques, on n'a pas de modification. Je rappelle pour ceux qui nous rejoignent dans l'univers de Warhammer 40 000 qu'il y a eu des modifications sur les dernières data slates. Exemple, l'armure du mépris, stratagème Space Marine, ou en tout cas tous les types de ce genre de stratagème qui font moins 1 la pénétration d'armure avant pendant toute une phase, maintenant sont sur une activation. Toutes les arrivées entre guillemets les frappes en profondeur qui historiquement étaient à 3 pouces des unités ennemies sont passées minimum à 6 pouces en interdisant de charger derrière, sauf quand c'est précisé le contraire sur les unités spécifiques. De même pour tout ce qui est vect, c'est-à-dire tous les mécanismes de jeu qui visent à augmenter ou diminuer le coût d'un stratagème est maintenant capé à -1 ou +1 PC, et pour en tout cas le vect c'est dans une aura de 12 pouces autour du personnage qui a cette règle. Ensuite la duplication des stratagèmes lors d'une même phase, maintenant c'est uniquement la réduction de son coût, sauf quand c'est précisé que vous pouvez l'utiliser mais très spécifiquement sur tel ou tel stratagème, alors si celui-ci a déjà été utilisé, vous pourrez quand même le refaire. Et pour terminer, le fait quand vous avez la règle agent solitaire, en tout cas que vous héritez de la règle agent solitaire, ça n'est pas que vous ne pouvez pas vous faire tirer au-delà de 12 pouces, mais 18 pouces. Voilà pour on va dire les règles qui impactent en ce moment Warhammer 40 000. Ensuite des modifications armée par armée en même temps que les coups en poing. On commence par la sœur de bataille. La sœur de bataille a comme changement majeur le fait que maintenant on va générer un dé de foi au début du round, et maintenant dès qu'une unité sœur de bataille meurt. Oui, c'est un changement qu'on attendait, c'est un retour en arrière, hein. Il y avait eu un Nerfhammer un peu brutal de la sœur après Atlanta, où on était passé de un dé par tour à un dé par battle round, et à un dé par sœur qui meurt, à un dé par sœur qui meurt lorsqu'il y a par phase, capé à 1 par phase. Donc là ils reviennent en arrière, ils sont pas revenus à un dé par tour, ce qui peut être gênant pour certains mécanismes où on va pas avoir de dés suffisamment au début du tour, notamment pour le détachement de Noël, mais quand même désormais on se retrouve avec une génération de dés de miracles plus importante qui va pouvoir permettre à nouveau de rejouer des gameplays Sista où vous jetez pas des dés, vous décidez que votre dommage c'est 6 ou que vous blessez. C'était attendu, hein. Franchement la Sista était au fond du seau, et il est bienvenu ce changement. Yes, ensuite du côté des coups en poing pour nos amis les sœurs de bataille, là cette fois-ci ce ne sont que des diminutions sur certaines unités. Quand on va jouer les arcoflagellants uniquement par 10, on va perdre 10 points.
Au niveau des sacres-saintes, là on voit moins 5 points par 5, moins 20 points si on les joue par 10. Ça tombe bien puisqu'ils avaient un détachement qui est arrivé à Noël pour ça. Et malheureusement, à cause aussi des mécanismes que tu as cités, ça donnait pas envie de les jouer. Les Dominions vont perdre 10 points. Les Repentia vont perdre 5 points par tranche de 5, 10 points par tranche de 10. Et les Séraphines vont perdre 5 points par tranche de 5, mais 20 points par tranche de 10. D'un autre côté, on n'avait pas spécifiquement envie de les jouer par 10. Est-ce que tu penses que, les changements de mécanisme vont faire un retour en arrière sur ce qu'on voyait déjà dans liste d'armée, ou est-ce que là, les coups en point vont aussi, entre guillemets, apporter de la fraîcheur sur le list building? Moi, je pense que les coups en point vont apporter de la fraîcheur. C'est-à-dire que la raison pour laquelle ça a été nerf initialement, c'est que Game Workshop ne voulait plus voir le spam d'exorcistes qui était alimenté par des dés en quantité, et notamment par la Sainte Catherine. Là, c'est toujours pas possible. Je crois pas que ce soit vraiment possible de repartir vers ce gameplay un peu toxique. En revanche, on est quand même incité à aller jouer des unités qui ont l'air de quand même bien s'intégrer dans le détachement Halo de Martyr. Et comme en ce moment on a une méta qui pousse beaucoup, qui a tendance à vraiment pousser l'adversaire, et que Halo de Martyr réceptionne extrêmement bien parce que ça fait revivre les personnages, ça frappe en mourant, et puis ça peut provoquer au corps à corps, donc obliger les unités à taper sur les unités que vous voulez. Je pense qu'on va revoir de l'assista. Probablement que ça n'ira pas truster encore le haut du classement, on n'est pas sur du S tier, c'est un retour léger, mais ils ont beaucoup de mal à équilibrer ce codex manifestement, parce que comme on est sur un jet de dés et que l'assista n'en jette pas, c'est un peu chiant à équilibrer. Très rapido ensuite, le deuxième, ce sont les Adeptus Custodes. On fera une vraie vidéo spécifique, l'équivalent d'un mini codex review pour vous présenter son nouveau détachement. Là on voit pas changement au niveau des règles, mais beaucoup de modifications au niveau des coups en points. Globalement, ils ont augmenté relativement doucement les Dreadnought puisqu'ils bénéficiaient énormément du dernier détachement. On voit aussi que les Warden et les Blade Champion, qui étaient donc les deux unités qu'on retrouvait par deux dans toutes les listes d'armées, là ont été augmentés en coups en points, et après on est sur de l'ajustement au niveau des Shield Capitaines pour les mettre quasiment tous à 130 points. Sans rentrer dans le nouveau détachement, ils se positionnaient où aujourd'hui les Custodes? Je rappelle que nous on avait été surpris de voir qu'à Atlanta, c'était déjà un Custodes qui avec le détachement Sœur du Silence et Custodes avait gagné. Après c'était plus par fait de jeu que par vraiment le fait que l'armée était estière. Maintenant ils ont ramené un détachement à Noël qui pour le coup a fait excessivement plaisir, je pense à l'intégralité des joueurs. Bref, où était le Custodes? Le Custodes, comme tu l'as dit, à Atlanta ou en solo, il avait sa place avec ce détachement qui permet de faire des mouvements réactifs de 6 pas quand vous êtes un custo et que vous pouvez bouger comme un arlequin, c'est fort. Et donc en solo, ça peut permettre de faire des outplays, on dit, donc de jouer mieux que votre adversaire et d'aller chercher des victoires même quand la victoire ne vous est pas promise au regard du match-up. C'est la raison pour laquelle on en voyait un peu en solo. En équipe, on en voyait peu parce qu'en fait, ça subissait trop, ça ne pouvait pas pousser face à une armée de tir. Face à une armée de corps à corps, ça ne pouvait pas bien réceptionner non plus, puisqu'il n'y avait plus de Fight First depuis la fin de l'index. Il n'y a pas de Fight on Death. Donc si vous cognez suffisamment fort sur un custo, type, je sais pas, vous avez 10 possédés de Bile, vous arrivez, vous tapez sur un pack qui est dirigé, vous allez reroll les blesses, lui faire des death wounds, vous le satellisez. Donc ça n'existait pas. Honnêtement, là on est allé à la Pira, et oui, il n'y avait pas un custo parmi le tournoi international qui était en Pologne, où d'ailleurs, félicitations, la France justement a gagné la Pira Cup face à des grosses nations. Et d'ailleurs, je le rappelle, puisqu'on a la chance d'être excessivement bien vêtus aujourd'hui, on a les anciens maillots avec notre petite étoile qui a été ajoutée, puisque depuis août dernier, la France est championne du monde de Warhammer 40 000. Et j'en profite aussi pour vous dire que si jamais vous voulez vous faire plaisir avec une précommande sur les futurs maillots, je mettrai un lien en description de la cagnotte de l'équipe de France. Exactement. Donc voilà, donc Pira Cup, il n'y avait pas de custo, quoi. Ou alors peut-être un et je suis passé au travers, mais c'est pas méta. Voilà. Là, le nouveau détachement, ça va changer. Ça a vraiment changé, James. Là, on va les jouer. D'accord, on découvrira tout ça dans la vidéo spécifique de cette armée-là. Ensuite, on continue au niveau de l'Adeptus Mechanicus. Je pense que ça fait partie des plus grands gagnants, justement, des détachements de Noël, avec un détachement qui proposait tous les outils pour à la fois se faire plaisir et aussi être respecté sur table, avec du désengagement de tir, de l'advanced charge, beaucoup plus de protocoles accessibles, notamment sur des unités qui ne pouvaient pas en avoir grâce à une amélioration. Bref, que du plaisir. Là, on voit qu'au niveau des coups en point, on a uniquement une diminution en coups en point du Deck Priest Dominus, qui, je le rappelle, va donner une fois par partie une invulnérable à 4 à son pack et surtout touche fatale, et aussi Belisarius Cawl qui va quand même perdre 15 points pour être à 135. Ça peut paraître anodin parce que Belisarius Cawl n'était pas spécifiquement joué, mais il était un peu trop cher pour ce qu'il faisait, mais je le rappelle qu'il donne l'aura de ligne, donc toutes les synergies à son armée dès qu'on décide de le jouer dans ce mode-là. L'Admech, c'est quand même une armée très niche, c'est très peu joué. D'une part parce que c'est très cher à collectionner et que en plus de ça il faut être
courageux pour s'engager dans la démarche hobby, parce que c'est cassant. C'est une armée sublime, mais voilà, compliqué. Par ailleurs, en termes de performance, c'est pas une armée débutant. C'est une armée qui est complexe à jouer. Et donc en ce moment, on a 2 joueurs très connus dans le monde qui les jouent. D'un côté, Richard Ziegler qui joue la Skitari Cohort depuis des années maintenant. Il avait fait pour rappel un top 8 mondial d'ailleurs à Atlanta. Il m'avait bien rousté, là, je me souviens bien. En live, en plus, formidable. Et Golonka qui joue Radzone en Pologne. Je suis plus convaincu personnellement par Radzone. Radzone, ça a plutôt des effets en équipe. Skitari plutôt en solo. Et dans le gameplay Radzone, il y a ces deux unités qui sont jouées systématiquement, donc Cole est joué, et donc ils seront contents de retrouver plus de points. On enchaîne maintenant avec les Xenos, en commençant par les Zaeldari. Je rappelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, que le codex est sorti au tout début de 2025 avec la fin de la refonte de la gamme en full plastique, donc une armée magnifique qui a fait peur, en tout cas au début par rapport à la puissance de certaines unités. On va voir que là Game Workshop les a plutôt gentiment nerfé. On voit au niveau des changements de règles qu'il n'y a qu'une modification, c'est sur Azurmen, le fait qu'avant il pouvait passer et s'énerver une fois par game et être anti-infanterie 3+, maintenant c'est anti-infanterie 5+. On va dire que du côté du changement de règles, on est vraiment très limité. Au niveau du changement de coup en point, par contre là on voit que du rouge. On voit notamment que les Dark Reapers, pas par 5, par 10, ont pris quand même 15 points, tout simplement parce que c'est par 10 qu'on voulait les jouer, notamment pour avoir un mécanisme de tirer et cacher pour 0 PC dès qu'on mettait l'équivalent d'un Capitaine Space Marine dans le pack. On voit aussi que les Dragons de Feu ont pris 10 points par 5, 20 points par 10. Est-ce que c'est suffisant comme nerf par rapport à la létalité intrinsèque de cette unité qui est magnifique dans son écriture ? À voir justement si ça va suffire. On voit que les Striking Scorpion ont aussi pris 10 points, donc maintenant sont enfin à 85, ce qui est plutôt cohérent par rapport à un body SM qu'ils avaient avant. On voit aussi enfin que le Wave Serpent, donc leur transport, a pris 10 points pour être à 125 points. Avant que tu nous parles du changement de coup en point, revenons un petit peu sur l'Eldar qui a fait très peur à sa sortie. Au niveau de au moins 2 voire 3 détachements, on va principalement se focus sur le détachement des guerriers aspects, qui est le seul détachement qui t'apporte une fiabilisation au niveau de la relance D1 à la touche et à la blesse. On voyait justement toujours 3x5 dragons de feu, des scorpions infiltrés et ainsi de suite. Et surtout, le détachement qui faisait très peur, alors peut-être plus en théorie, c'est toi qui vas nous le dire, des Zinari, puisque je le rappelle qu'ils avaient le droit à la fin de la phase de tir adverse, un mouvement gratuit, et notamment par rapport à, je sais pas si c'était des trous dans la raquette au niveau de l'écriture, je pense aux lances étincelantes, aux Shining Spear, qui elles traversent les murs, même quand il ne s'agit pas de leur phase de mouvement. Et donc on se retrouvait à avoir justement des unités qui se mettaient à portée de charge pendant son tour à nous, où on n'avait plus justement de contre-mesures pour pouvoir les gérer, et qui nous arrivaient dans le cul. Il s'avère finalement qu'en termes de perf, les meilleurs joueurs au monde ont perfé avec, mais le reste, pas tant que ça. Alors justement, où en est l'Eldar à, on va dire, 1 mois et demi, voire 2 mois de recul énervé dessus? Bon, l'Eldar, en fait, ça fait l'objet de beaucoup de recherches par les joueurs, puisque le codex était très riche, et il est toujours très riche. Donc il y a 7 détachements. Genre, ils sont à l'aise financièrement? Ils sont à l'aise financièrement, ils possèdent des thunes. Non, dans le genre, le game design était vraiment top, l'écriture était top, et donc on a envie de tout jouer. Il y a au moins, je dirais, il y a 5 détachements sur 7 qui sont vraiment très sexy, et les 2 autres, on a quand même envie de les tester. Donc là, même à haut niveau, dans un tournoi, on peut se retrouver à avoir des gens qui ont fait le choix de l'Inari, des gens qui ont fait le choix de Aspect, des gens qui ont fait le choix du détachement Bike, des gens qui ont fait le choix de Host, parce que il y a des solutions dans tout. Donc en l'état, la méta Craftworld n'est pas encore complètement déterminée. C'est aussi parce que pour les armées les plus tricky comme l'Inari, il y a une courbe de progression de la part de l'adversaire qui est importante. Les premières fois où vous allez jouer, vous allez vous faire fumer. Et une fois que vous aurez compris les contre-mesures et l'ingénierie que vous pouvez mettre en place pour empêcher que l'Inari devienne God Mode, ça ira beaucoup mieux. Il y a un petit côté, je joue contre un Thousand Sun. Les 2, 3, 4, 5 premières fois, c'est douloureux. Au bout d'un moment, on commence à comprendre. Pour vraiment illustrer globalement le DPS, donc les dégâts du Thousand Sun venaient du fait qu'il était en full relance des blessures dès que vous êtes sur un objectif. Et en fait, vous allez aborder le match-up de façon différente, où étonnamment, vous allez volontairement vous nerfer sur les primaires pour ne jamais mettre plus de 20 points, puisque vos unités ne vont pas aller dessus et vous vous rendez compte que le mec ne peut pas vous gérer en termes de dégâts. Et comme vous avez l'habitude aussi que ça cogne fort, vous hésitez à pousser. Or, lui, ce qu'il n'aime pas, c'est la pression, parce qu'il ne peut pas gérer beaucoup trop d'unités en même temps, et il s'effondre très rapidement, parce que sa puissance vient des points de cabale, et donc dès que vous tuez quelques rubriques, il commence à collapse. L'Inari, c'est un peu pareil, il y a une courbe de progression, un apprentissage à avoir, il ne faut pas trop lui donner l'opportunité de faire ses mouvements de fin de tour,
parce que en fait vous n'avez rien à gagner à tuer un Inari sur un objectif parce qu'il va stick l'objectif et puis va bouger et va venir vous péter la bouche. Donc on apprend à gérer les choses, on apprend aussi à build petit à petit contre. Donc là typiquement nous on avait Aretas qui jouait Inari à la Pyra Cup qui a mis 90 points sur 100. Il a carry complètement l'équipe. Je le rappelle, c'était du 8 contre 8 avec une phase d'appareillement où en fait c'est vous qui avez pu placer votre Eldar justement sur les match-up qui va ramener beaucoup de points. Pour l'instant, le Craft World, c'est pas encore déterminé. L'Inari va devenir de moins en moins fort à mesure que les gens vont apprendre à jouer contre. Peut-être qu'il va y avoir des reports vers Aspect ou vers Host. C'est probable. Mais je suis pas un spécialiste Eldar, donc je peux pas trop en être sûr. Au niveau des coups en points, au niveau des coups en points, c'est ce qu'on avait dit au début. C'est mérité, et c'est surtout sur tous les usual suspects. Donc il y avait dans toutes les listes à peu près 3 x 5 dragons. Il y avait au moins un serpent, en général 2. Il y avait toujours en général 2 scorpions. Et donc ils ont dit, tout ça, c'est ceux qui sont tout le temps présents. Et puis ils ont fait un travail d'équité un peu, parce que quand tu as 5 scorpions, quand tu les compares à 5 scouts c'est 70 points, 5 scorpions c'était 75 points. Bon, quand tu peux battle focus, quand tu es plus fort, tu tapes bien fort avec tes mecs, peut-être faut-il qu'ils vaillent un peu plus cher, même si les scouts ont 2 PV et peuvent up and down, comme on dit, donc repartir en réserve. Voilà, donc là désormais on sent qu'il y a une équité qui est faite intercodex. C'est un beau travail, je trouve ça bien. Les Eldar sont pas du tout, sont pas tout passés au broyeur. Ils vont continuer à fonctionner, ils sont juste un peu plus sensibles encore au mécanisme de push, quoi, dans la pression. Moins vous avez de points, plus vous êtes sensible. On est d'accord. On revient du côté de l'Imperium avec l'Astra Militarum. 2 saveurs à la sortie justement du livre d'armée qui est sorti pour rappel début janvier 2025, puisque on avait des détachements qui en termes d'ADN étaient assez bien écrits, qui en termes d'échelle de puissance malheureusement faisaient que par exemple on avait dans le détachement tank on n'avait pas envie de jouer des tanks parce que certes ils étaient plus mobiles mais ils faisaient pas assez mal, et donc on allait chercher de la létalité dans des détachements qui n'étaient pas faits pour les tanks en jouant des tanks. Voilà. Et à côté de ça ils avaient sorti un détachement de Noël qui était beaucoup trop beau et qui allait mettre en avant justement les frappes en profondeur, notamment au niveau des Tempestus Sion. Combiné avec la réécriture qu'il y avait au niveau de cette entrée-là, on se retrouvait avec des listes Sion, avec 30 Sion, voire parfois plus, qui étaient capables en un tour de sortir 400-500 points d'armée, parfois beaucoup plus. Oui. Et tout simplement parce qu'en fait, en gros, vous aviez dans le détachement plus un bless quand vous arriviez justement des renforts, et que vous avez une relance des blessures qui avait été faite lors de la réécriture de l'entrée des Sions. Pour illustrer ça, on voit notamment donc que la règle de détachement de Noël est passée pour les Sions qui soit arrivent des renforts, soit qui sortent d'un transport, de plus 1 à la blessure à tout simplement plus 1 au jet de touche. Ensuite, on voit un nerf au niveau du stratagème qui permettait d'améliorer la pénétration d'armure de 1 et passer de 1 à 2 points de co. Et surtout maintenant, il faut être à moins de 12 pouces de l'unité ciblée. Derrière, d'autres modifications au niveau justement des unités de Krieg, mais ça à la limite c'est pas structurant. Ensuite on voit aussi que des fiches d'unités ont été modifiées, notamment justement les ingénieurs de Krieg. Ce qui est assez rigolo, c'est déjà on voit qu'au moment de la sortie du livre papier versus les coups en poing, ils avaient fait x2 ou x2,5 sur le prix de l'unité, puisqu'ils faisaient beaucoup trop de mortels. Et là on voit aussi que ça a changé au niveau justement de leur attrition, puisqu'ils vont globalement passer à maximum 2d3, là où avant c'était d6 plus 3 flat. Donc bon nerf de ce côté-là. Ensuite, du côté des changements de coups en points, on voit que les Sions, que ce soit par leurs escouades de com ou les escouades de Sions de base, ont pris globalement que 5 points par tranche de 5, 10 points pour les squads de co, et aussi que tout ce qui va être mortier a pris 15 points, tout simplement pour éviter qu'on puisse faire des 3x3 en backline, tout simplement pour complètement ce qu'on appelle screen, c'est-à-dire empêcher l'adversaire d'arriver dans toute une zone. Bon, en fait, on attendait vraiment ce nerf parce que c'était devenu un peu cringe, ce détachement. Clairement, c'était le Nemesis de Warhammer 40 000, c'était beaucoup trop fort. Ça tuait tout. Les joueurs Astra, quand ils voulaient juste vous faire comprendre qu'ils étaient plus forts que vous, ils vous tuaient en jetant juste les tirs des lampes torches. Ils commençaient par les lampes torches et après ils faisaient les plasmas et les meltas. Hein, des salopes. Donc là, moi je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'on a Owen qui a écrit le Grotmus à l'étage 2 de chez Game Workshop, qui a pas parlé à Charles de l'étage 3 qui a écrit le codex, et du coup ils se sont dit putain, la communauté attend un up des Sions. Et ils en ont un qui a dit plus un bless et l'autre qui a dit reroll bless. Et hop, ça s'est touché et boum. Voilà. Et boum à la cafette. Boum à la cafette et cringe pendant un mois. Donc là, ils ont corrigé. Pareil pour les ingénieurs qui pouvaient faire 100 lignes de vue avec des quantités de mortels stupides. Maintenant, c'est des quantités de mortels pénibles et en ligne de vue. Et c'est pas à 12 pouces, c'est à 9. Donc tout ça est revenu un peu à la normale. Le détachement est pas du tout mort. Vous allez toujours pouvoir jouer des trucs très cool, parce que la reroll des blesses, c'est très cool. Juste, vous allez plus pouvoir FEP 200 points d'armée et en tuer 800 si jamais il y en a 800 à porter, quoi. Voilà.
Bon, c'est bien, je pense. C'est bon pour la méta. Yes, pourtant, on n'est donc pas sur un nerf, mais on est sur quelque chose qui va laisser de la saveur, en tout cas, à ces détachements-là, pour que l'Astra reste. Oui. Là, en fait, personne ne voulait affronter l'Astra parce qu'il n'y avait pas de Némésis Astra, à part peut-être le démon de Slaanesh, Rip lui-même. Là, on va retrouver quelque chose qui reste pénible parce que ça a quand même des grosses capacités de jeu, hein, FEP à 6, ça peut repartir en FEP, donc tout ça est resté activable, mais déjà les ressources sont plus infinies, parce qu'on va baisser le prix, on augmente le prix des mortiers, on augmente le prix des sions. Pareil, on va plus pouvoir dégommer Gulliman sans le voir derrière un mur, juste en faisant allez, voilà, terminé les mines télécommandées. Donc là, on respire en fait. On avait vraiment l'impression de rien pouvoir faire face à Bridgehead. Là, on va se battre. Voilà, ça restera fort. Ça restera très fort, mais au moins on va se battre. Ensuite, on passe du côté des Space Marines. On va regarder les coups en points, mais avant ça, pas de modification majeure au niveau de la data slate. Une seule clarification, c'est le fait que, je le rappelle maintenant, avec le serment de l'instant, si vous jouez tout sauf Blood Angel, Dark Angel, Space Wolf, Black Templar, Deathwatch, vous ne bénéficiez pas du +1 en bless sur la cible de votre serment de l'instant. Avant, ce qui se passait, c'est que certains petits malins s'amusaient à jouer Blood Angel, ou en tout cas Flood Angel, puisque si vous ne jouiez pas de personnage, ou en tout cas d'unité avec le vrai mot-clé en dur Blood Angel, vous pouviez tout simplement jouer Space Marine générique, aller chercher le détachement Blood Angel, qui donnait notamment le +2 force, plus une attaque, et vous aviez le +1 pour blesser. Donc on était clairement dans un défaut d'écriture de juriste de la part de Game Workshop, et maintenant en tout cas tout ça a été clarifié. C'est pas vraiment un nerf, c'est simplement que c'était joué de la manière dont l'éditeur ne voulait pas qu'on le joue. On va donc maintenant plutôt se focaliser sur les coups en points. On voit notamment que les Blood Angel, eux, ont eu une diminution des coups en points de tout ce qui va être Death Company, moins 10 points sur justement le capitaine, moins 5 points sur les Death Company à pied, et moins 5 points sur les Death Company à pied, qu'ils soient justement 2 corps à corps ou 2 tirs. Qu'est-ce que tu peux dire sur le Blood Angel, ou est-ce que c'était situé au niveau de la méta? Faut voir que là, donc, indirectement, on va avoir de nouveau envie de jouer Blood Angel en vrai Blood Angel, même si on perd le +1 bless. Oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que le Blood Angel est toujours très fort dans la méta, puisque la méta récompense bien les gameplays de forte pression comme ça et de forte projection. C'est déjà la deuxième fois qu'on nerf l'amélioration Rageful Warrior, qui est normale, puisque c'est une amélioration qui offre des aberrations statistiques. Le capitaine, il casse tout. Donc c'était une des améliorations les moins chères, qui est devenue du coup l'amélioration la plus chère, et c'est normal. Le reste, c'est de l'équilibrage, de l'ajustement, parce qu'on a des unités qui ne sont pas jouées en Death Company, parce qu'elles sont moins fortes que les unités classiques. Et du coup, il faut que ça se ressente sur les points, donc qu'elles soient au moins pas plus chères, quoi. Voilà. Donc c'est juste un petit ajustement qui ne va pas changer grand-chose à la façon de construire le Blood Angel. Ensuite, on fait un petit saut rapide sur la Death Watch. On n'en avait volontairement pas parlé la dernière fois. Là, on voit que c'est uniquement une augmentation de coups en points pour les Terminators quand ils sont joués par 5. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la Death Watch, où est-ce qu'elle était finalement? On rappelle qu'il y avait des rumeurs comme quoi elle n'avait pas à avoir de codex, mais Game Workshop nous a tous surpris avec un index, et pour le coup un vrai bon index pour Noël. Absolument. Bref, où est la Death Watch? La Death Watch, elle fonctionne pas mal en solo en ce moment. Il y a eu quelques Open aux États-Unis et un Open en France qui a été notamment gagné par AltF4 qui lui a donné un petit golden ticket. Donc il y a des gens qui performent en Deathwatch. C'est très peu présent en gameplay d'équipe parce que ça ne répond pas matriciellement au canon de l'exercice. Je pense que c'est une armée de passionnés. On peut vraiment jouer des unités qui ont beaucoup de swag, qui peuvent se projeter, qui peuvent se TP, qui peuvent y tuer un peu tout. Et c'est une armée sur laquelle surtout l'adversaire n'a pas beaucoup d'expérience. Et donc les contre-mesures qui honnêtement sont un peu faciles à mettre en œuvre quand on joue contre un Deathwatch, il faut les connaître. Et une fois qu'on les connaît, elles sont faciles. Mais tant qu'on les connaît pas, vous ramassez le Deathwatch, et comme c'est un codex que vous voyez pas beaucoup en tournoi, la première fois que vous le voyez, vous perdez. Voilà. Donc ça fonctionne bien, notamment grâce à la dernière Kill Team qui est sortie, qui permet de se déplacer à pied et pas juste dans le gameplay de up and down, donc de frappe en profondeur du Deathwatch. Ça fonctionne très bien. D'accord. Passons maintenant du côté des Space Marines, on va dire génériques. On voit des nerfs notamment au niveau du Dreadnought Ballistus. Avant, ils étaient à 130 points, on en voyait 2 à 3 dans toutes les listes, ils sont passés à 140. On voit quand même que les Blade Guard commencent vraiment à coûter rien du tout. On est à 80 points, tu peux même t'imaginer qu'avec un petit judiciaire, t'es à 150, 160 points.
ça fait pas rire, tu vois ce que je veux dire. En tout cas, c'est cool comme unité. On voit notamment par contre que les compagnies Heroes ont pris de nouveau 10 points. On est à 105 points pour les 4 modèles. Ça reste quand même des unités qui ont un body qui est très contraignant pour son adversaire parce qu'il y a beaucoup d'armes spé et il y a surtout en fait beaucoup de points de vie puisqu'on a 4 PV par modèle. On voit que les Centurions viennent de perdre 20 points par tranche de 3. On voit aussi qu'il y a eu une modification de la règle au niveau de Uriel Ventris qui est joueur ultramarine et qui permettait notamment de mettre n'importe quelle unité en frappe en profondeur. Et c'est rigolo de voir que d'un côté, Uriel ne permet plus de mettre les Centurions, qui était quasiment, je crois, le seul contexte où quand on voyait Uriel, on pouvait voir des Centurions, mais c'était jamais le cas sans Uriel, tu vois ce que je veux dire. Donc là, il baisse les Centurions. Mais à côté de ça, la règle d'Uriel ne permet plus de le faire avec les Centurions, puisqu'en fait maintenant il ne peut mettre en frappe en profondeur que des unités par type d'armure. Donc Phobos, SM générique et Gravis. On voit aussi derrière que Marnus Calgar a pris 10 points, il commence à être à 210 points. Les Predators aussi ont pris 5 ou 10 points, pareil on voit, mais alors c'était la même chose au niveau des Chaos Space Marine, tout le monde jouait que ça parce que c'était un petit peu une aberration d'explosivité statistique en fait. Soit tu pouvais pas faire grand chose, soit des fois tu pouvais balancer un volume de tir qui était complètement fou. On voit que le Whirlwind continue d'augmenter petit à petit, maintenant il a 190 points, encore une fois sans doute pour nerfer les tirs sans ligne de vue, et que le Vindicator, et on l'attendait puisque c'est une très vieille figurine mais qui était jouée par 2 dans quasiment toutes les listes puisque sauvegarde à 2, et c'est surtout une des unités qui en termes de létalité apportait le plus de variance au jeu puisque c'est D6 plus 3 tirs, dégâts D6. C'est difficile de faire plus con. Oui. C'est-à-dire soit tu fais rien, soit tu fais 40 PV. C'est vraiment très particulier. Casino Gun on appelle ça. On appelle ça le Casino Gun international. Ouais. Non, mais c'est vrai quoi. Et donc voilà. En tout cas, pas d'autres changements par rapport aux autres chapitres. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du Space Marine? Comment est-ce qu'il se situe? Quels sont les détachements aujourd'hui que tu avais envie de voir jouer? Bon, déjà, j'ai envie de mettre un petit disclaimer d'abord parce que j'ai vu vos petits clips, bande de petits malins, lorsque il y a eu cette modification du plus humbless dans le house où j'écris, où je dis on verra, peut-être qu'ils sont allés un peu trop fort. Pour l'instant, je pense que ça va. Et vous avez bien rigolé. Et bien, j'observe qu'une dataslate plus tard, ça n'a pas changé. Donc ça veut dire que c'était pas si fort que ça. C'est frustrant parce que quand vous vous mettez dans les couloirs de tir, bah oui, vous prenez des lascans qui vous blessent à 2, donc il faut pas se mettre dans les couloirs de tir. Voilà. Et donc, en réalité, aujourd'hui, le Space Marine, il est un peu en difficulté parce que soit il se présente dans un gameplay de corps à corps et donc en dehors du house plus humbless, du serment d'instant plus humbless, en Space Wolf, en Blood Angel pur jus. Et là, il a quand même pas mal de qualités pour jouer en équipe et pas mal d'aptitude à aller chercher des podiums en solo. Soit il joue un peu une liste ultramarine obèse avec des Ballistus, avec Gulliman, Kelgar, etc. Et il a l'impression d'être en fauteuil. C'est ce que j'ai joué à la Pyra Cup. Et là, en fait, tu subis beaucoup parce que les décisions sont dans le camp de l'adversaire. Et le fait d'avoir ton plus humbless, ça ne te sauve pas. L'adversaire, tout ce qu'il fait, c'est... Je veux dire qu'ils ont créé un espèce de gameplay un petit peu old school Votan où finalement, globalement, ce que tu vois, tu le tues. Oui. Mais donc c'est l'adversaire qui décide ce qu'il voit, enfin ce que tu vas voir. Absolument. Et donc du coup, en fait, tu restes chez toi, tu subis ce qui se passe. Dès que tu as un adversaire qui a des points intermédiaires pour se placer sur le milieu de table et ensuite te pousser, là, t'es en difficulté. Et ton plus humbless ne te sauve pas. Parce que ton adversaire, il te regarde, il dit c'est bien, plus humbless. Moi, je suis derrière le mur, j'ai endurance infinie. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. Voilà. Donc, le Space Marine en ce moment, il est un peu à la croisée des chemins. Je suis assez content que Game Workshop ait pas surréagi parce que il y a eu beaucoup de couinage sur le Marines et quand on regarde la réalité de ses performances, c'est pas génial. Et ce qui performe, c'est ce qui n'a pas le host. Donc on vient de parler du Deathwatch en solo, le Blood Angel. Alors peut-être dans des versions un peu glitch, le Blood Angel avec le plus humbless, mais ça change pas le fait que c'est sur les datasheets du Blood Angel et le gameplay du Blood Angel qui te fait gagner. Donc tu n'auras pas le plus humbless au tir. Ça sera pas grave. C'est bien, par contre, qu'ils aient un peu nerfé les trucs qu'on voyait trop, parce que c'est bien aussi qu'on voit pas toujours les mêmes choses. Le Predator, c'est mérité. Le Ballistus, c'est mérité. Le Vindicator, je suis pas sûr que ce soit mérité. Moi, je le trouvais déjà trop cher. Le Whirlwind aussi. C'est bien qu'ils baissent les Blade Guard parce que c'est quand même dur de les rentabiliser. Donc là, 160 points les 6, c'est pas inintéressant, notamment à Blood Angel, parce que vous allez faire 30 attaques auto-porteurs, puisque vous allez pouvoir sélectionner une reroll des 1 à la touche. Donc vous n'allez pas être dépendant de l'engagement du serment de l'instant. Et éventuellement, si vous les faites diriger au hasard par un chapelain, vous n'allez pas non plus être dépendant de stratagème plus humbless. Donc vous allez balancer 30 patates, dommage 2, force 7, plus humbless. Bon, c'est pas mal. Donc le Blood Angel, le Blade Guard vétéran, c'est chouette.
Pour le reste, je trouve ça normal. Les héros, c'était un peu sous-pricé. En général, les gens qui n'arrivaient pas à les tuer, donc pas les Bridget, parce qu'ils soufflaient dessus, mais les autres, ils vous disaient et combien ça vaut ça? C'est systématique, la question. Et ça vaut combien là, les 4 fois, les 4 mecs, 4 PV moins 1 bless de ces morts? 95 points? C'est super. Bon, ça gonflait les gens. Donc, plus 10 points, c'est normal. Calgar aussi, c'est histoire de dire arrêtez de jouer ça parce que ça ne fonctionne pas et passez à autre chose, les Marines. Bon, voilà. Mais on va trouver autre chose. Il y a beaucoup d'autres choses à faire. Autre petite information au niveau donc du Space Marine, le détachement Stormlands, donc c'est celui indirectement des Space Wolf ou des Wildscars, c'est-à-dire qui permet l'advance charge et le désengagement charge de toutes les unités et surtout un stratagème pour 2 PC de -1 touche, -1 bless au tir à partir du moment où on est monté. Là, on va véhicule volant. Au véhicule volant, ouais, c'est vrai. Là, on voit que le mouvement actif de ce détachement n'impacte plus que l'infanterie et les unités montées. On peut plus le faire sur justement les véhicules tout court, et aussi que le lieutenant Phobos qui avait justement après avoir tiré, et on aimait bien notamment avec des incursors pour avoir un +1 hit sur le reste de l'armée, et derrière arriver à 9 de l'adversaire, bouger de jusqu'à 6 et charger après, maintenant n'a plus le droit de charger. C'est pas un problème d'attrition, c'est un problème de deny d'objectif primaire. Ensuite, on passe du côté des Space Marines, mais du chaos. On voit au niveau des changements de coups en points finalement que le codex était relativement stable. On va voir que le Force Fend va perdre 10 points. Faut savoir, pour expliquer un petit peu, que le Force Fend c'est le véhicule de tir, et que celui-ci a eu son coup en poids augmenté 3 fois de suite lors des data slates, tout simplement parce que avec un détachement très spécifique, et dépendamment des marques, on pouvait le faire critiquer très très fort. Là, on voit donc que celui-ci perd 10 points, que le Predator, comme dans toutes les armées, va avoir une petite augmentation. Là, c'est que 5 points, et que le Lord Discordant, on le voyait pas, là il est passé à 160 points, je suis pas sûr qu'on le verra toujours, malheureusement il n'a pas les bons mots-clés. En tout cas, au niveau du Chaos Space Marine, comment est-ce que c'est au niveau de la méta, qu'est-ce qui est joué? Est-ce que c'est limité au détachement de Bill de la Noël, parce que c'est tout simplement en fait en termes de trade quelque chose qui est très fort? Bref, comment ça se joue aujourd'hui le SMC? Bertrand de la Noël? C'est lui là? Non mais le détachement de Bill de la Noël. Bertrand de la Noël. Chaos Space Marine, en ce moment, c'est très méta. En tout cas, de notre point de vue en France, on a toujours eu des très bons joueurs Chaos Space Marine, donc on continue de les jouer. Le détachement de Bill est celui qui est le plus intéressant pour l'instant, parce qu'il propose des projections stupides, des vitesses phénoménales ou des endurances phénoménales. On a de plus en plus d'unités qui sont dirigées, donc le reroll des blesses sur les unités dirigées, c'est très fort. Donc non, et puis en plus, ça offre des solutions contre l'Eldar, donc à tout instant, nous on joue Chaos Space Marine. C'est aussi assez joué en solo, parce que comme ce sont des unités de corps à corps, tous les ingrédients sont là pour aller outplay votre adversaire quand le match-up n'est pas de votre côté, ou aller tenter la victoire à la chance, parce que vous allez attendre T1, T2, puis vous allez Hail Mary, comme on dit en Angleterre, et donc vous allez pousser tout ça, et puis Inch'Allah, comme on dit chez nous finalement. En gros, on push complètement tout T3, et on voit ce qui se passe, et globalement, comme on a en général empêché l'adversaire de faire des primaires au T3, et on étouffe. S'il a pu se relever, globalement, on va être sur un 8-12, si malheureusement il s'est pas relevé, vous allez potentiellement foncer. Ouais, c'est vraiment un gameplay pour les gros cerveaux. Vraiment QI supérieur à 140 minimum. Voilà. Et la réponse, c'est tout droit. C'est ça. Est-ce que je pousse? Oui. Est-ce que oui? Voilà. Ensuite, on va passer du côté de la Death Guard. Death Guard qui avait, donc pour l'instant, qui ne jouait qu'avec le détachement de l'index. On avait vu qu'il y avait un détachement infanterie lors de Noël qui permettait à toute son armée infanterie d'avoir un mouvement préparti de 6 et surtout d'avoir discrétion sur toute son armée. Tu vas nous dire si c'était joué. Là, on voit le nerf des coups en points qui est sur le Predator Annihilateur, donc plus 5 points pour qu'il soit 135 et plus 10 points sur les Destructors. Là où je l'ai pas dit pour les Space Marines, ça fait qu'aujourd'hui, tous les Destructors Annihilators sont à 135 du côté du chaos, et tous les destructeurs sont à 140. Oui. C'est un ajustement nécessaire. C'est des figurines un peu firstborn qui sont des vieilles, et du coup j'imagine qu'ils s'étaient dit on va pas les pricer trop fort, mais en fait du coup ça donne lieu à un ratio point attrition qui était quand même très, très fort, très intéressant. Donc c'est normal que ce soit un peu nerf. Yes, sans compter qu'en fait c'était des unités ce qu'on appelait de backline, là où finalement la Death Guard qui est une armée de corps à corps qui avançait entre guillemets doucement, mais surtout aujourd'hui avec 18 Terminators, blablabla, la personne souvent il devait aller prendre des lignes de vue et ça lui donnait des tremplins pour vos unités de corps à corps. Oui. Donc là, le fait qu'ils aient augmenté en coup en point sans baisser le reste, on peut imaginer qu'ils vont perdre une Action Monkey. Oui, alors là, le Death Guard, ça n'a pas été joué dans la logique Grotmus, parce qu'en fait le kit de stratagème n'est pas assez bon. Ce qui est intéressant dans la Death Guard, c'est sa capacité à réceptionner les armées qui poussent. Parce que la faille de la Death Guard, c'est le mouvement 4. Si l'adversaire vous court dessus, il n'y a plus de faille.
Et donc vous avez les fight first, vous avez les -1 dommages, vous avez votre capacité à quand même bien déboîter au corps à corps, vous mettez un -1 save, donc en fait vous flétrissez tout ce qui se rapproche de vous. Joli. Donc ouais. Flétrir, non mais Flétrir, t'as bossé cette vidéo, champ lexical. Champ lexical de la flétrissant, donc tout à fait. Non mais voilà, en tout cas ça fonctionne très bien. Nous on en a joué un à la Pira Cup qui a été le 2e scoreur de l'équipe, hein, c'est LBS, 75 points sur 100. Donc détachement index. Détachement index, et en fait ça réceptionne très bien tout ce qu'on envoie qui pousse fort, donc le World Eater, le Chaos Space Marine, bientôt l'Emperor Children. Donc voilà, ça fonctionne très bien encore. Et on a joué d'ailleurs au championnat du monde sur la même base et les mêmes raisonnements, et ça avait bien fonctionné aussi. Yes, du côté des Emperor Children's, on va en parler très vite puisque c'est la première fois qu'on se revoit depuis le Codex Review, et même si vous n'avez pas encore nécessairement vu de rapport de bataille, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui vont arriver. Là en tout cas on découvre ici le coup en point définitif. Globalement des petits fixes, on voit que les Rhinos étaient à 75 points, ils sont passés à 80 pour les harmoniser avec le reste du monde, tout comme les Chaos Spawn qui sont à 80 points. Je rappelle que le Rhino est meilleur parce que certes lui il ne se répare pas, mais il permet après avoir advance de débarquer et d'être considéré comme n'ayant pas bougé au regard justement des tirs et des actions potentielles pour ce qu'on va mettre dedans. On voit aussi que les Chaos Spawn, elles avaient un reactive move, donc c'est très fort. Oui. Là derrière on voit des augmentations au niveau de certaines reliques qui sont très fortes, mais globalement pour le reste c'est une diminution des coups en points, moins 10 points pour les infractors, moins 10 points aussi pour les tourmentors, c'est-à-dire les 2 unités de ligne, celles qui s'infiltrent et qui sont sticky et qui ont précision sur leurs armes de tir, et celles qui ont un mouvement scout mais surtout qui relancent les blessures sur les objectifs, donc qui sont les meilleurs chaussons du jeu je pense pour les seigneurs de l'exécution. Et donc si on regarde globalement pour 165 points, vous avez un pack de 5 Marines qui certes n'ont pas d'armes spé mais qui vont donner la relance des blessures à un objectif aux personnages qui rentraient dedans. Donc 160 points, c'est un des ratios létalité OC aussi, un des meilleurs du jeu en fait sur les objectifs, donc c'est excessivement fort. On voit que le Lord Exultant, comme je viens de le dire, est à 80 points, le Seigneur de la Cacomphonie est à 60 points, donc c'est pas mal, hein. C'est un excellent porteur de reliques, notamment pour apporter le crit ou même transformer un jet de dé en 6 et donc fiabiliser le peu de fiabilisation qu'on a au niveau du tir, et c'est là où peut-être que l'armée va pêcher un petit peu. On voit que le sorcier a baissé en coup en point, et du côté des démons on voit que tout a aussi diminué au niveau des démons de Slaanesh, avec les démonettes qui perdent 30 points, les Fiends qui en perdent 35 et Shalaxi qui en perd encore 10, là où il nous est déjà tous surpris à 390. Maintenant il faut aussi savoir que c'est lié à une harmonisation des profils de Slaanesh, puisque maintenant les datasheets que vous aviez dans le Codex Emperor Children sont les mêmes que dans celui démon. Donc malheureusement, les joueurs démons de Slaanesh vont queener, les joueurs Emperor Children, eux, vont kiffer. Oui, il faut aussi rappeler que dans la data slate, il y a eu un changement de la règle du détachement Grotmus, qui était la règle de séduction, là, le gambit, qui faisait que vous pouviez reroll hit et reroll bless quand vous cédiez la priorité, pour vous faire taper un peu dans la gueule quand vous chargiez. Maintenant, ce n'est plus que reroll les touches et reroll les as pour blesser. 1 à la blesse. Ouais. Donc c'est vraiment net, ça n'a plus rien à voir. On n'est plus dans quelque chose qui va vous permettre d'aller récupérer vos blessures dévastatrices à 30%. On n'est plus sur quelque chose qui va vous permettre de blesser à 55% les endurances supérieures à votre force. Donc on est sur quelque chose qui vraiment flétrit à nouveau très fortement votre capacité d'attrition. Et votre capacité de tanking aussi a disparu. Là, donc, on parle du démon. De toute façon, on va faire une vraie vidéo, l'équivalent d'un nouveau codex review avec le nouveau détachement qui sortira dans quelques heures, jours. Là, vraiment, déjà, toi, c'est quoi ta vision de l'Emperor Children par rapport au coup en point définitif ? Ma vision de l'Emperor Children, c'est que c'est vraiment extrêmement fort parce que, un peu dans le même style que Bill, avec moins de résistance, vous allez pouvoir stage, donc vous positionner derrière les ruines du centre de la table et menacer votre adversaire, donc vous mettre en situation d'agression. C'est vous qui allez décider quand est-ce que vous allez y aller, donc ce qu'on appelle le go turn. Et une fois que vous partez, vous pouvez advance tir, advance charge, fallback tir, fallback charge, donc vous n'êtes pas arrêtable. On ne peut pas juste tirer et dire tiens, je vais détruire cette partie-là de la map et je vais engager cette partie-là pour l'éteindre, la crowd control. Ah oui, rien à voir. Voilà. Là je vois la table. Là je vois le méta. Toi tu vois le méta. Voilà. On peut plus faire ça parce que du coup quand vous engagez un truc, il dit c'est super, moi je vais fallback, tir, charge. Merci Dédé. Donc ça c'est quand même redoutable. Vous avez une vitesse absolument hallucinante parce que vous pouvez menacer fiablement à 20 pouces d'un rhino en sortant pour charger.
Vous avez des princes démons qui sont extrêmement résistants avec un moins de dommage. Le prince démon volant, et ça surprend tout le monde. Je rappelle que celui à pied qui peut être agent solitaire à 3 pouces et qui en plus de ça donne +1 à la pénétration d'armure est resté à 195. Le volant qui lui a l'équivalent d'un éperonnage, c'est-à-dire qu'il va jeter un dé par nombre de PV qui lui reste. Quand il est full, la stat c'est 5 mortels à impact. Il tape certes comme une moule, mais il a -1 dégâts de base dans son profil. Et lui a été baissé puisqu'il est à 180 points. Oui, puis il tape comme une moule, il fait 8 attaques. 8 attaques, force 8, moins 2-3, je crois. Donc, bon, ça va, il giflosse des petits. Tu vois, moi, je n'ai pas envie d'être en face, quoi. Donc, il t'attrape un pack de marines s'il le pulvérise. Donc, ouais, lui, il est très très fort. C'est une plaie à tuer parce que le moins 1 dommage, un vu à 4, bah, ça fait chier tout le monde. Hein. Donc, franchement, ça va être très fort. Ça va être très joué. Surtout aussi parce qu'en solo, ça a tous les outils comme Chaos Space Marine de Bile pour aller gagner tous les matchs qu'on te propose, même s'il y a des mauvais matchs, hein, mais comme tu peux soit au skill, soit tout simplement à tout droit. Voilà. Donc ça sera très joué en solo, et en équipe ça sera forcément joué parce que ça apporte des solutions, que ce soit dans le détachement où tu fais des paris avec Slanesh pour savoir si tu vas réussir à tuer ou pas des unités. Je crois que c'est Coterie le détachement. Soit le détachement de corps à corps où tu peux avoir un tapé en mourant, un tapé en premier, et où tu peux augmenter, donc tu peux décider sustain ou létal quand tu tapes au corps à corps. Donc tu es d'une certaine manière dans ce détachement le GOAT du corps à corps. Hein, tu tapes en premier ou tu tapes en mourant. Il n'y a rien qui peut t'emmerder dans ces conditions-là. Donc ça sera, à mon avis, forcément joué. Voilà. Ok. Du côté des World Eaters, maintenant, on voit une diminution des coups en points au niveau du Prince Démon et du Prince Démon ailé. On est à 155 points pour le Prince Démon ailé, mais qui est moins fort qu'en Emperor Children's. 185 pour la version à pied. On voit néanmoins que les Predators ont été harmonisés, 135 points et 140 points pour le Destructor. On voit que le Seigneur sur Juggernaut, lui, a perdu 20 points pour être qu'à 80 points, sans doute pour le rendre compétitif par rapport à l'autre qui donne le Scout. Oui, oui. Bon, écoute, World Eater, c'est... Bon, même si ça ne change pas, c'est la méta le pousse un petit peu au devant de la scène, parce que, comme je le disais, en ce moment, la méta récompense fortement les unités qui peuvent se projeter et vous envahir. Donc, World Eater sait très bien faire ça, évidemment. Yes, du côté des Thousand Sun, on voit enfin une diminution de coups en points. Je rappelle qu'ils avaient été nerfés, puis nerfés, puis nerfés. Clairement, ils jouaient déjà en V11 les mecs depuis la sortie de Lex, oui. Donc c'était nécessaire. Ils ont eu un détachement de Noël qui a apporté de la fraîcheur, mais qui les casse peut-être un petit peu trop dans leur attrition au niveau justement de comment est-ce que le jeu fonctionne par rapport aux objectifs primaires. Au début de cette vidéo, on vous parlait tout à l'heure du fait qu'à partir du moment où on apprend à jouer contre, je vais pas dire qu'on divise par 2 sa létalité, mais globalement, on se rend compte que ça tape pas si fort quand on n'est pas sur les objectifs. Et donc si on s'assoit un petit peu dans notre modèle de jeu sur les primaires au moins jusqu'au tour 3, bah finalement on s'en sort plutôt bien, et donc là c'est très bien que Game Workshop ait réagi. On voit notamment que hormis la Mutalix qui elle continue d'augmenter, elle a pris 5 points, mais tout simplement parce qu'elle a beaucoup de PV et elle a une invulnérable, donc en fait elle est juste à craquage et c'était chiant, a pris que 5 points, ça c'est ok. Derrière, le Vindicator et les Predators ont pris une augmentation de points tout simplement pour être harmonisés avec le reste des armées, sinon tout baisse. On voit que les Terminators baissent de 10 points par tranche de 5, 20 points par tranche de 10, les cultistes perdent 10 points par tranche de 20, donc on va quand même avoir 20 cultistes à seulement 100 points, à voir si on préférait pas juste les jouer par 10, tu vois ce que je veux dire, pour avoir des petits slots. Mais derrière on voit que le sorcier Terminator perd 10 points, tout comme les Tsangor en Light Need et les Tsangor de base. Ouais, bah effectivement les cultistes, souvent on avait le réflexe de les jouer par 10 parce qu'on veut qu'ils meurent rapidement pour avoir notre point de commandement. Mais là on peut se poser la question, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas une méta horde qui se profile en Thousand Sun, parce que les 20 cultistes à 100 points et les 20 biquettes à je sais pas combien, donc t'as encore perdu 20 points, tu peux vraiment commencer à spammer cultistes et biquettes, hein, et toujours continuer à avoir ta capacité à bombarder comme un salopard en Thousand Sun, donc vraiment à voir. Peut-être que les spécialistes Thousand Sun vont pouvoir réfléchir à des gameplays comme ça où il y a un peu plus de masse et on est un peu moins élitiste. Il n'y a pas juste 4x5 rubriques sur la table et oh mon dieu, si j'en perds un, ah là là, j'ai perdu. Là c'est pas pareil. Yes, on passe maintenant du côté des Chaos Knight. On voit pareil que des diminutions de coups en points au niveau des gros, donc c'est top. Je rappelle qu'aujourd'hui ils jouaient principalement avec beaucoup de petits, jusqu'à 13 petits, puisque ça rentrait. Aucune modification des coups en points des petits. Ça veut aussi dire que ça reste toujours un excellent allié avec les brigands.
165 points, mais je rappelle 12 tirs qui touchent à 2 de saturation, PA-2 si c'est la cible la plus proche, et aussi justement les tirs de canon thermal qui, notamment sur certaines armées, vont apporter un anti-chat et un anti-masse très très stable, et surtout au C8, donc même en fin de game, s'il les a pas gérés, vous êtes capable de les mettre sur les objectifs primaires et de continuer de le faire. Là on voit une diminution de 10 points justement sur le Desecrator, 15 points sur le Despoiler et 30 points sur le Tyran, c'est-à-dire la classe Dominus des RK. Qu'est-ce que tu penses des RK aujourd'hui? Ça avait l'air plutôt présent quand même. Les RK c'est très fort aujourd'hui, justement parce que ça gère assez bien. En fait, tout le monde s'est posé la question de comment gérer l'Eldar. Bon, le CK ça gère bien l'Eldar. Sauf, enfin pas tous les Eldar, mais l'Eldar Inari ou les Eldar MSU, ça les gère bien. Et puis ça gère pas si mal que ça les unités qui poussent. Alors pas toutes, mais en tout cas, comme ça a beaucoup d'OC, au moins quand le mec vient te voir et te tape, même s'il te tue, dans le même mouvement, il va pas forcément contester tes objectifs. Tu vois, 10 possédés, c'est 10 d'OC. S'il s'engage, au mieux, il tue un véhicule. Bon, toi, si t'en as mis 3 sur l'objectif, il t'en reste 16 d'OC. Donc, pas évident. Donc oui, c'était très présent, le CK. Parce que ça contribue aussi à faire des armées qui se projettent. Parce que je rappelle, Carnivore, ça bouge de 4. Ça reroll les charges nativement et ça peut traverser les murs 2 par 2 pour un PC. Donc le CK c'était déjà très bien. Je pense que ça va rester très bien et ça ne changera pas. Parce que je pense qu'on jouera pas assez gros. Je suis désolé de le dire, mais ils sont encore très chers. La V10 c'est pas très friendly pour ces gros IK. Depuis les erreurs de début de V10 où il a fallu interdire aux titanesques d'Overwatch à cause des WK qui étaient stupides grâce aux 6. Mais c'était une mauvaise façon d'équilibrer le sujet. Donc du coup, tu peux pas Overwatch avec les titanesques, même quand tu as des flammeurs. Et parfois, tu as envie de le faire parce que c'est parfois la seule source justement pour pouvoir les rentabiliser, parce que sinon ils vont se faire défoncer au corps à corps. Absolument. Donc là, ils ont essayé de le dire, bon, mais en fait, ils vont quand même être utiles tactiquement parce que je rappelle que les gros maintenant, ils peuvent tirer et action nativement, ils peuvent traverser les murs. Donc, ils leur ont donné des souplesses tactiques. Mais c'est pas assez. En tout cas, pour les joueurs qui ne visent pas la suroptimisation, vous allez pouvoir les jouer parce qu'ils sont moins chers. Et pour ceux qui cherchent l'optimisation, pas de changement à l'horizon. Donc vous êtes toujours très fort avec vos petits. On va faire le pendant côté Imperium. On voit là qu'ils ont adapté, c'est-à-dire que le Castellan, qui est donc le classe Dominus le plus gros, il perd 30 points. Le Valiant, il perd 30 points aussi, qui est son équivalent en plateforme de tir. Mais derrière, aucun changement. J'ai l'impression quand même que l'Imperial Knight était moins présent et s'en sortait moins bien. Alors il est moins présent parce qu'il n'a pas la même facilité de se mouvoir que le CK. Je sais pas s'il sera pas représent à nouveau. Lui, pour le coup, on peut se poser la question de jouer un gros ou deux gros, Canis Rex, l'Atrapos, sur des tables en plus de ça qui peuvent être assez vite ouvertes parce qu'il suffit qu'il y ait que le centre de table soit jalonné de petites ruines. Tu les touches une fois et puis tu vois toute la table, tu es très haut. Donc pour l'instant, c'est pas très présent, mais je trouve que c'est une question de méta et je vois pas de raison que ça ne soit pas. Yes, du côté des Imperial Agents, une seule modification, c'est que le Culexus est passé à 85 points, donc il perd 15 points. Est-ce que ça va suffire pour le voir? C'est dommage que ça n'ait pas eu lieu quand la méta était très psy. Parce que là, il n'y a plus de psy, il n'y a plus de TS dans la méta, il n'y a plus de GK. À l'époque, ça aurait été cool. Et là, il n'y a pas de TS, pas de GK, donc pas de Culexus. Au niveau des GK, bonne transition, on voit que les Interceptors, donc c'est-à-dire ceux qui bougent de 12, qui peuvent une fois, les araignées spectrales du pauvre, peuvent justement perdre 5 points, sont à 125 les 5, et 10 points, donc 250 points les 10. Où est le GK aujourd'hui? Puisque globalement le GK était excessivement fort parce que même quand il était entre guillemets nul avant de se faire up avec la data slate, mais quand je jouais l'index en sortie d'armée, c'était la meilleure savonnette du jeu, c'est-à-dire qu'en termes de mobilité c'était orgasmique. Derrière ils nous ont sorti un détachement qui fait beaucoup plus mal, puisque je rappelle que maintenant vous allez avoir des zones qui vont être sanctifiées sur le champ de bataille et qui vont vous donner soit une relance des 1, soit une full relance des touches. Là on voit qu'il y a un petit nerf aussi au niveau de la data slate, puisque notamment vous ne bénéficiez plus justement du bonus de relance quand vous ne voyez pas votre cible. Et honnêtement, même en tant que joueur GK, c'est bien parce que même si finalement l'armée est pas si forte, c'était quand même moteur de frustration de se dire je te vois pas, je fais 12 tirs anti-marines en 4+ reroll, donc ça sortait une aberration mathématique. Tu vois ce que je veux dire? Là, où est-ce qu'il est finalement? En tout cas, il n'est pas là dans la méta et dans la version du détachement de Noël. Même si ce détachement de Noël apporte des trucs marrants, un peu de burst, vraiment de capacité à faire de l'attrition, ça fiabilise avec les relances. Il y a quand même des problèmes structurants actuellement sur le GK. La nature de ces datasheets, les marcheurs, ils sont en du 8, et donc ils tombent très vite.
peut-être que si une méta est en train de se reconstruire autour des armées qui push et qui sont désormais de corps à corps, peut-être va-t-on revoir des logiques de Terminator qui, dès que tu t'approches un peu trop d'eux, se barrent. On l'ignore modifier, te déboîte, donc sont un peu quand même les goats du corps à corps. Avec la munition de compo, on peut faire des listes très faciles avec 30 thermies. Bon, mais ça vraiment, je suis pas un spécialiste GK, j'envisage, puisque quand le corps à corps était très puissant, on a vu spawn ce genre de liste. On verra si c'est toujours possible, parce que ce genre de liste, elle était aussi basée sur la capacité à avoir un Armor of Contempt vraiment très efficace. C'est plus le cas. Donc, à voir. Peut-être qu'il va revenir, mais à mon avis, pas dans le détachement de Noël. Je pense que peut-être le détachement d'Index va le sauver. On va voir. Ensuite, du côté des personnes de petite taille, on va s'attaquer aux ligues de Votann. Pas de modification de coup en point, modification au niveau de la règle d'armée, puisque je vous le rappelle, vous aviez donc des pions de rancune qui vous permettaient, à partir du moment où vous en aviez un, d'avoir plus un pour toucher, à partir du moment où vous en aviez deux sur une unité, plus un pour blesser. Pour que justement une unité soit écrite dans votre carnet des rancunes, il faut tout simplement qu'elle ait détruit une unité Votann, ou dans le détachement de l'index, vous aviez au début de la partie 4 pions à pouvoir placer sur les unités ennemies. Ils ont scindé un petit peu cette règle en deux. Maintenant, vous en avez 2 de base dans votre règle d'armée, 2 quand vous jouez le détachement index, mais ça fait qu'indirectement, le détachement de Noël a été rééquilibré, puisqu'en fait, maintenant, vous êtes entre les deux mondes. Vous avez les bonus du détachement de Noël et toujours 2 pions de rancune à placer au début de la partie. Oui, c'est un game design qu'on attendait. On se disait quand même, en fait, ces attributions automatiques de pions de rancune, ça devrait faire partie, au moins pour partie, de la règle d'armée et pas de la règle de détachement. Bon voilà qui est fait. C'est aussi pour rendre le détachement Grotmus jouable. Donc parmi les 4 qu'on avait l'habitude d'avoir, il y en a 2 qui sont renvoyés dans la règle d'armée et 2 qui sont laissés dans la règle de détachement index. Pour ceux qui jouaient index, c'est-à-dire tout le monde, ce que ça change quand même, c'est que vous allez commencer avec 4 unités qui sont grudge, donc rancune, mais seulement 2 d'entre elles désormais vont déclencher votre pouvoir de détachement qui vous donne les PC supplémentaires lorsque vous les avez tués. Donc pour vous, c'est quand même un petit nerf. Voilà, tel que je le lis. Pour les autres, c'est la possibilité d'être joué tout simplement parce que quand on commençait à 0 rancune, c'était quand même très nul. Voilà. Complètement, surtout que je rappelle, on est quand même dans un jeu où la V10 a amené des patrons de table, donc a amené une vraie fraîcheur de jeu et un équilibrage induit par les tables, même si globalement on peut se plaindre un petit peu du manque d'immersion des décors en L et des zones de terrain rectangulaires, le fait est quand même que ça apporte beaucoup plus de saveur sur 5 tours, et que sur ces tables, on voit pas grand chose tour 1, donc globalement à part s'il y a de l'infiltration et que votre adversaire vous donne des ressources, vous pouviez difficilement, on va dire, aller chercher des pions de rancune. Là, le fait qu'il n'y ait pas de changement de coup en point, qu'est-ce que tu peux nous dire quand même sur l'armée? Est-ce que c'est une armée qui fonctionne bien, et donc finalement l'étalonnage que va faire Game Workshop est bon? C'est une armée qui fonctionne très bien, surtout quand elle est bien pilotée. Il y a les meilleurs joueurs Votann, c'est les joueurs allemands en ce moment, et ils adorent ça. Donc il y en a beaucoup chez eux. Ils aiment aussi les bretzels, faut se méfier quand même. Il faut se méfier, bretzel, bière, bon, mais voilà, bénédiction du Führer, comme on dit. Hein, donc voilà, en tout cas, ils aiment beaucoup les Votann et ils sont très forts. Moi j'ai joué contre leur joueur Votann, je me suis pris une branlée monumentale. En fait, c'est très fort parce que ça a une capacité à rush qui est vraiment spectaculaire quand l'adversaire a le premier tour. Et enfin quand le Votann a le premier tour. Et en fait, ça s'en fout à moitié, hein, ça vous jette son armée à la gueule et puis on verra bien parce que tiens, il y a une carriole qui meurt, il y a des Votann nains qui tombent et qui du coup vont sticky lobge à mon tour. Tiens, il y a des berserkers qui tombent de ma forteresse qui est au milieu de la table parce que tu me l'as tué. Et en fait, je m'en fous parce que le tour d'après, comme tu t'es approché pour la tuer et prendre les angles, ils vont te charger. Bon, et tu vas jamais arriver à tuer et la forteresse et les nains qui tombent de là parce que c'est quand même des berserks, donc ils sont rendus 5 ou 6, Finopéla 5, c'est trop long. Donc non, c'est une armée qui est redoutable, qui a pas 36 façons d'être jouée ou pas 36 façons d'être construite, puisqu'il n'y a pas beaucoup de datasheet. Mais comme peu de gens la jouent, notamment en France, je veux dire en France, peu de gens la jouent, ça accentue aussi l'effet de surprise et l'impréparation des joueurs qui jouent contre Votann. Donc c'est très fort. C'est du coup le petit nerf, il est bien. D'accord. Du côté maintenant des Necrons, on avait pas mal queené, peut-être à tort alors, sur le détachement de Noël qui, un petit peu à la manière de l'Adeptus Mechanicus, mais qui, elle, justement, n'était pas jouée ou peu jouée, qui en avait besoin. Donc là, le Necron a surpris justement par un détachement qui faisait tout, des engagements de tir, reactive move
après l'activation du tir adverse, qui est passé quand même de 6 à D6. Donc beaucoup de choses. Là, on voit au niveau du coup en points, aucun changement, si ce n'est la 12 des arcs, qui prend 10 points et qui passe donc la barre des 200 points. En fait, je crois pas qu'on ait eu tort de queener. C'est la méta qui nous a donné tort, d'une certaine manière. Un peu comme pour le Space Marine. C'est-à-dire que c'était et c'est toujours très fort contre le tir. Vous essayez de tirer contre cette armée, autant rien faire, quoi. Autant vous épargner autant vous épargner l'effort. Par contre, quand vous avez une armée d'invasion qui va pouvoir venir vous repousser, même si elle n'arrive pas à vous détruire, elle va quand même vous obliger à avoir quand même un mouvement de repli. En fait, vous marquez pas vos primaires et donc vous êtes très fort désormais plutôt pour aller chercher des draws un peu tout le temps. Mais pour aller éclater l'adversaire, c'est pas du tout évident. Donc c'est normal. Donc ils ont un peu nerf la Doomsday Arc. Rien d'émouvant non plus parce que c'est quand même une unité qui est spécialement frustrante. Hein. C'est beaucoup d'OC, beaucoup de PV, un vieux A4, ça revit, ça se soigne, ça se soigne. Ça fait trop mal. Voilà, donc pareil, comme ça y était tout le temps, ils l'ont nerfé. D'accord. On passe maintenant du côté des peaux vertes avec le codex des orques. Pareil, on fera une vraie vidéo spécifique pour vous présenter le nouveau détachement. Globalement, c'est le détachement plus de Daka, donc c'est un détachement qui va cibler le tir en vous permettant d'avoir des touches soutenues 2 quasiment tout le temps, des assauts quand vous allez déclarer votre WAG. Donc c'est un détachement qui va remettre la part belle au tir, et c'est d'ailleurs pour ça qu'au niveau donc des coups en points, on voit uniquement 2 lignes modifiées, les Big Mech avec Shock Attack Gun qui prennent 10 points, 75 points, et aussi les Tank Boosta qui maintenant par 6 ont pris 15 points, donc 135, les 6 figurines. Oui, c'est normal, on envoyait 3 combos comme ça par liste tacticale. C'était trop fort, hein. Ça pouvait bouger, tirer, plus un bless, ça donnait plus un bless au Shock Attack Gun qui devenait du coup absolument destructeur. Plus les squigs, donc qui ont été clarifiés, là on peut lancer qu'un squig par tour, par phase. Et c'est sur unité visible. Tu peux nous résumer un petit peu aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionnait en or, quel détachement était joué? Le plus joué, c'est celui de Noël, le tactical. Qui permettait de donner des ordres avec les boss. Absolument, les ordres qui vous donnaient une armée qui était hybride, tir corps à corps, mais quand même pas mal de tirs. Et ensuite, on a aux États-Unis beaucoup Warhord et un peu la Green Tide. Parce que aussi, ça s'adaptait à la méta. Et ça permettait justement de faire ce gameplay de je t'envoie tout dans la gueule, je pousse, tu vas pas avoir le temps d'eux, etc. En équipe, je dirais que c'est quand même majoritairement tactical, parce que ça a aussi la possibilité, quand ça n'est pas apparié correctement, de temporiser la game comme ça le souhaite, et d'avoir un engagement de ressources quand même très maîtrisé. Voilà, donc c'est normal que le tactical qui tournait autour des 3x6 Tank Boosta avec mec qui donne des ordres se retrouve quand même légèrement nerfé. D'accord. Du côté maintenant des taux, pareil, on va faire une vidéo spécifique avec un tout nouveau détachement qui est assez intéressant puisqu'en fait il va permettre de booster beaucoup de monde avec un focus sur l'infanterie et sur justement les battlesuits et qui va être un petit peu hybride puisque le détachement de Noël était fun parce qu'il permettait encore une fois de mêler taux et croûte et de fiabiliser l'attrition avec des bonus à la PA. Là vous allez voir il y a un détachement qui va apporter un petit peu de mobilité et encore une fois de la fiabilisation, mais toujours dans cette optique un petit peu de monophase, même si on retrouve certaines saveurs de corps à corps avec une relique, mais on vous présentera ça dans la vidéo spécifique. On voit là pas de changement de coup en point si ce n'est une diminution du croûte non opérative et du Croûtox Rampager. Voilà, c'est quand même un peu une petite déception parce que le taux je le trouve très absent de la méta et donc je me serais attendu à ce qu'il soit carry un peu plus boosté par cette datasheet, par cette data slate, et c'est pas vraiment le cas parce que effectivement changer les points de petits mecs, bon, ça va pas changer la façon dont on build le taux. On va parler tout à l'heure du nouveau détachement, ça pourquoi pas, mais quoi qu'il arrive, on a des datasheets qui à mon avis sont un peu surpricés en ce moment. Voilà, donc j'aurais bien aimé que ça soit baissé les points. Dommage. Et on va terminer ces coups en points en passant par les tyrannides. On voit une augmentation de l'exocrine qui prend 5 points, du tyrannoflex qui prend 10 points, une diminution du hive tyran qui est passé à 225 points, et les neurolictors qui sont rebaissés par rapport au fait qu'ils avaient été augmentés, surtout à cause, j'imagine, de la méta et du détachement Vanguard qui les mettait vraiment très très bien, où là on est à 80 points, la figurine agent solitaire, malus au test d'ébranlement. Oui, le tyrannide en ce moment, il est assez joué. Le Vanguard a apparemment le vent en poupe. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi, parce que
En fait, moi je ne trouve pas ça très méta, mais c'était très présent à la Pyra Cup. Les autres détachements sont toujours là, Invasion c'est toujours fort, donc, ou même les Norn Emissary, ça peut revenir aussi. Donc les fans des Tyrannides peuvent toujours jouer, que ce soit en solo ou en équipe, on en voit toujours, donc il n'y avait pas de raison de beaucoup changer. Par rapport aux Tyrannides, on voit finalement que c'est un codex qui avait été très bien écrit et qui est arrivé très tôt dans la 10e édition. Il proposait énormément de détachements différents. On voit aujourd'hui que quel soit le contexte, il va avoir des outils pour le régler. Moi, quand je vois que les coûts en points ne baissent pas significativement, je vais plutôt te poser la question, est-ce que avec... Et pourtant c'est faussement vrai, on n'est pas sur une course à l'armement dans cette 10e édition, en tout cas pas dans cette phase-là, mais on est sur un changement de méta où on passe du tir au corps à corps et donc à l'agression. Mais pas sur un excès de létalité statistique, tu vois ce que je veux dire, par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Mais donc, est-ce que tu penses pas que le tyrannide va se faire chasser par un coup en point qui a été designé pour accueillir du tir? Là, il va se faire agresser par du SMC, de l'Emperor Children's, peut-être du Space Marine qui va beaucoup plus s'orienter vers du corps à corps et donc un méta plus CAC. Alors, oui, le Vanguard va pas aimer qu'on lui pousse la gueule trop fort, ça c'est clair. Mais un Invasion qui va spammer des bêtes en du élevé, OC élevé, et qui t'empêche l'accès aux objectifs, lui, il réceptionne très très bien les armées qui poussent. Donc tu mets en front tes bêtes, un vue à 4, la Psyker, j'ai oublié leur nom. Les Maléceptors, voilà, tu vois, le fluff. Tu les mets en front, donc ça, t'as moins 1 pour les toucher. Si jamais t'arrives à mi-puissance, t'as moins 1 pour blesser. Donc en fait, ça réceptionne très fort. T'as pas du tout envie de cogner dans cette enclume. C'est pourtant ce que tu vas avoir comme solution, enfin en tout cas comme proposition de charge. Et derrière, t'as un prince démon, t'as un prince tyrannide qui va te contre-close. Tu as les exocrines qui vont te tirer dessus à bout portant. Tu vas te faire battle choquer par... À portée de chibre. À portée de chibre, bim, elle va te bifler là directement, voilà. Donc ça reste. Et puis t'as le film de Pain à 5 qui, à l'endroit où le mec pousse, réceptionne à mort. Donc ça aime pas, ça aime bien se faire pouce. Ça aime pas trop se faire bombarder au tir dans une. Tu vois, tu lui mets 2 lanceurs en face dans le couloir de tir, les grosses blattes, elles sont là. Ah oui, mais on n'avait pas prévu ça, on n'avait pas parlé. C'était pas ce qu'on avait raconté. Bon, alors que tu leur dis, je t'envoie 10 possédés, tu dis, je suis pas personnage, tu vas pas reroll les blesses. Je suis en du 10, est-ce que t'as tiré le plus en force? Non? Oui? Bon, tu vas me blesser à 5, bravo. Je suis TP à 1, tu vois. Il va rien se passer. Donc je pense que ça va se faire. Le tyrannide aura de quoi s'adapter à la méta en changeant son détachement. Maintenant, il en a quand même beaucoup de jouables. Voilà. On a fait le tour donc de toute cette data slate, donc modification des règles et aussi modification des coups en points, modulo des démons, parce qu'encore une fois, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique. Mais déjà, travail énorme de la part de Game Workshop. On sent que cette 10e édition, elle porte les jeux, et c'est ça, moi, mon constat, c'est je comprends pas à quel point ils développent autant d'énergie et une très bonne énergie sur Warhammer 40 000, avec parfois des incohérences sur la 4e édition d'Age of Sigmar, et même finalement sur le Seigneur des Anneaux, puisqu'ils nous ont sorti sur 2024 2 jeux où on sent que c'est des mi-sorties et qu'on attend là justement 2025 pour réellement y jouer. Là, tu dois être aux anges avec ce genre de dééquilibrage. Moi, je pense que c'est la qualité de la communauté. C'est ça, c'est ça. Je dis ça. Voilà. Non, moi, je suis aux anges. D'abord, énorme travail sur la data slate, mais pas seulement. Quand on ouvre le document, on se rend compte qu'il y a 4 nouveaux détachements, un codex entièrement refondu dans toutes ces datasheets qui est le démon, et une data slate bien sentie, et un Munitorum Field bien senti. Donc, en dehors, et c'est le seul disclaimer, des démons de Slaanesh qui sont passés au broyeur, et c'est pas fun. Game Workshop, on ne fait pas ça. Le reste, c'est vraiment du caviar. On a nerfé juste ce qu'il faut, les usual suspects. On n'a pas surréagi sur les queenages, là où les queenages étaient légitimes, mais à la fin, quand on regarde objectivement, c'est pas très fort. Donc on n'a pas surréagi sur l'Eldar, où tout le monde avait très très peur, donc pas le Votan, le Votan Effect, tu sais, de V9. Pareil pour le Space Marine. On a tapé fort sur ce qui était cringe, c'est-à-dire le Bridgehead Astra Militarum. Il fallait taper fort. Et même une fois qu'on a tapé fort, on se dit, putain, quand je vais l'affronter, je vais suer. Donc vraiment, travail de dingue. Dans les 3 détachements, on va le voir, tout est sexy. Et les 4 détachements, puisqu'il y a le Codex Démon, le nouveau détachement, est banger. On voit aussi qu'ils ont des recherches pour être très immersifs. Celui du démon est très immersif. Celui du Custo, celui de l'Orc aussi, et Mordaka, les Loutas, on a envie d'être là, quoi. Donc franchement, énorme travail. Moi, quand j'ai ouvert le document que tu m'as envoyé, j'étais là, mais c'est Noël à nouveau, on est à nouveau. Mon avis, c'est que Owen, il n'avait pas réussi à mettre tous ses détachements dans le Grotmus. Il lui en restait des bons. Et il a dit, vas-y, on les a écrits,
c'est cadeau. C'est Pâques, ou je sais pas, ou c'est la Chandeleur, je m'en bats les couilles. Donc voilà, et franchement, je suis ravi. Non, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que va donner aussi la prochaine saison de Perandras en fait, ou de Narcmoon, on ne sait pas encore comment est-ce qu'elle va s'appeler, mais là en tout cas un Nexus Paria qui a donné un second souffle à cette 10e édition de malade, et on voit que là quasiment tout l'équilibrage est dans la cible, et vraiment Warhammer 40 000, je le dis tout le temps parce que je suis fan de cet univers, mais je trouve une saveur en jeu qui est dingue, et finalement moi le seul défaut que j'avais passé en décembre, c'était peut-être quand même le fait d'avoir un peloton de tête qui était très haut avec des nouveaux détachements qui avaient encore plus creusé le delta, et finalement même quand nous on faisait des parties filmées, on trouvait que le jeu était peut-être parfois dur à équilibrer, tu vois ce que je veux dire, par rapport à la lecture des listes, par rapport à tout ça. Mais là, ça va justement redevenir du caviar où on va pouvoir affronter quasiment n'importe quelle liste avec n'importe quelle armée et avoir des outils pour le gérer. Et même avant ça, la méta était quand même assez saine. Je te dis, on est allé, nous, à la Pira Cup, il y a les 8 meilleures équipes du monde. Il n'y avait pas de consensus sur quel détachement Eldar jouer. Tout était différent. Il n'y avait que les Bridget, donc les Astra, qui étaient tous quasiment pareils, parce que cringe. Il n'y avait pas de consensus sur le Space Marine. Il y avait des Space Wolf, il y avait des Ultramarines, il y avait de tout. Et puis, on était les seuls à avoir un Death Guard, on était, je crois, quasiment les seuls à avoir un démon de Slaanesh. Donc, je veux dire, la méta est riche, voilà. Et elle est équilibrée, et ça fait plaisir de jouer. Et alors là, encore mieux. Yes. Écoute, en tout cas, un grand merci à toi d'être venu justement nous présenter cette nouvelle data slate pour Warhammer 40 000. Les amis, on espère clairement que vous aurez aimé cette vidéo. C'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez soutenir vos bleus, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir avec la précommande pour le maillot 2025 qui sera livré à partir de mi-juin pour les premières vagues justement qui les commandent tout de suite. Je mettrai le lien en description et nous on vous dit à plus les Wargamers.